Bienvenue, Madame, Messieurs. À la faveur de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, le gouvernement Sama a fait le choix d'honorer la femme de l'Équateur. Les activités officielles ont été organisées dans la ville de Mbandaka par la ministre du Genre Gisèle Ndaya Luseba pour justement honorer la femme rurale. Avec moi sur ce plateau, des femmes qui ont fait le déplacement de Mbandaka justement pour accompagner les membres du gouvernement. Bienvenue Madame Julienne Lusengue. Merci. Vous êtes directrice des fonds pour les femmes congolaises. Madame Aurélie Bitondo, merci. Vous représentez le REFAMP. Vous avez aussi fait le déplacement de Mbandaka. Et nous avons comme troisième invitée sur ce plateau, Madame Isabelle Monga. Vous êtes responsable du réseau national des associations des femmes rurales, RENAFER. C'est bien cela. Oui. Donc, tout honneur à la femme rurale cette année. Déjà, le thème de la journée a mis un accent particulier sur cette femme. Pour commencer, Madame Julienne, est-ce que c'était indiqué, c'était important de déplacer autant de personnes pour aller organiser les activités à Mbandaka cette année? Oui, c'était très important. C'est très important d'aller rencontrer les femmes rurales. C'était très important d'aller dans les provinces. Parce que souvent, beaucoup de choses se passent ici à Kinshasa. Cette fois-là, le gouvernement a montré que ce n'est pas seulement les femmes de Kinshasa qui sont prises en compte, mais aussi les femmes de province. Et en voyant l'Équateur, avec tout ce qui se passe et l'enclavement, donc c'était important qu'on puisse aller rencontrer nos sœurs là-bas sur place pour parler avec elles et puis les voir aussi et voir l'autorité nationale venir dans la province pour organiser cette journée, lancer la journée à partir de l'Équateur. C'est vraiment très significatif. Pour arriver à Mbandaka, il y a un seul vol la semaine, Madame Aurélie, mais vous avez tenu à accompagner le gouvernement, spécialement la ministre du Genre, Gisèle Ndaya, qui était à la manœuvre pour organiser cela. C'était autant important pour les femmes de votre réseau de se retrouver à l'intérieur du pays, à Mbandaka? Oui, Madame Françoise, c'était très important pour nous. Je vous signale d'abord que la ministre en exercice du Genre et la présidente du REFAMP, le réseau des femmes africaines ministres parlementaires. Donc, c'était un honneur pour le REFAMP que je représente ici d'accompagner sa présidente dans la province de l'Équateur. Comme venait de le dire Madame Julienne, vous le savez, dans les provinces, les femmes se plaignent toujours. Oh, les activités se passent seulement à Kinshasa. Mais je crois que cette année et d'autres encore, dans les années passées, les activités s'étaient aussi passées dans les provinces avec des ministres du genre en exercice, mais la province de l'Équateur n'avait jamais reçu la visite d'une ministre du genre en exercice à l'occasion de la commémoration de la Journée internationale des droits des femmes. Mais il nous a été dit aussi que c'est quand même pour la première fois que le gouvernement congolais choisit la ville de Mbandaka pour organiser un tel événement. Effectivement, et comme vous l'avez dit avant, ça n'a pas été facile d'atteindre Mbandaka. Il y a un seul vol régulier, un vol commercial une fois par semaine. Mais heureusement pour la délégation, il y avait un avion affrété pour la délégation. Mais je crois que la presse et les réseaux sociaux ont informé l'opinion que la délégation a survolé Mbandaka et n'a pas pu atterrir à cause de la météo. La météo. On dit c'est l'énervement des chefs de terre qui n'ont pas été satisfaits d'accueillir. Je ne sais pas, mais ils ont perturbé la météo. Je pense que c'est pas nouveau dans les régions de l'Équateur, d'Imanema, de l'ancienne province orientale, et au Kivu surtout, la météo est toujours capricieuse. Donc, je crois que peut-être qu'il y a eu une connexion entre les ancêtres et la météo à l'Équateur. Et malgré ça, nous avons fait demi-tour, nous n'avons pas pu atterrir, mais... Là, c'est le premier jour. Ça, c'est le premier jour. Le 7, nous sommes retournés à la maison. Et le 8 matin, nous avons repris le chemin de l'aéroport et
heureusement pour cette matinée-là, la météo ne s'est pas fâchée. Je crois que les ancêtres ont eu pitié de nous et nous avons fini par atterrir en Mbandaka. C'était vraiment calme. C'était vraiment calme et nous avons trouvé que les femmes étaient là, les autorités étaient là, attendant la délégation pour dire aussi que même les 7, le jour où l'avion n'a pas atterri en Mbandaka, les femmes étaient mobilisées pour attendre et accueillir la délégation. Isabelle Monga, vous avez pris le même itinéraire que les femmes. Le premier jour, c'était pas possible d'atterrir pour mauvais temps. Le deuxième jour, vous avez repris l'avion. Qu'est-ce que votre déplacement vous a permis de comprendre quand vous étiez finalement au contact des femmes de la province de l'Équateur? Merci beaucoup. J'ai aimé l'engagement des femmes parce que le 7, bien que l'avion n'avait pas atterri, elles étaient là. Elles étaient à l'aéroport, elles nous attendaient. Elles étaient trempées par la pluie, mais le lendemain, elles étaient là. Moi aussi, en tout cas, honnêtement, j'ai aimé l'initiative que la ministre, que le gouvernement central a pris d'aller organiser les assises en Mbandaka. J'ai aimé de voir les femmes rurales, elles étaient là, elles étaient engagées, elles étaient contentes de nous accueillir parmi elles, parce que comme vient de le dire Madame Julienne et Madame Aurélie, qu'il y a des plaintes dans les provinces. Donc, les femmes se sont senties valorisées, intéressées, impliquées. Oui. C'est un peu ça, elles ont aimé, j'ai aimé les échanges que nous avions fait avec elles, bien que le temps ne nous avait pas permis de beaucoup parler avec elles, mais sinon j'avais aimé cet échange-là et puis notre présence dans Mbandaka avait de l'impact. De l'impact, effectivement, à regarder les images du défilé retransmises en direct sur la télévision nationale. L'organisation de cet événement, est-ce que vous avez assisté, participé à ce qui était mis en place pour que finalement, au grand jour, on voit que les choses étaient organisées avec munici? Effectivement, le premier jour, le jour du lancement du programme, j'étais là. J'ai été invitée par le cabinet du ministre. Et puis, j'avais participé aussi à des réunions préparatoires du voyage, donc de la mission en Mbandaka. D'ailleurs, j'étais dans la commission sensibilisation et mobilisation. Sur quoi vous avez beaucoup plus travaillé pour qu'il y ait cette réussite dans l'organisation? Nous avons beaucoup plus travaillé sur la sensibilisation. Il y avait beaucoup de commissions, mais moi j'étais dans la sensibilisation. Nous avons pu mobiliser, sensibiliser les femmes. Elles avaient répondu favorablement à notre mobilisation. Très bien. On a vu à travers les images, comme je l'ai dit tantôt, Madame Julienne, la femme au niveau de Mbandaka, puisque vous les avez rencontrées, qu'est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que vous avez deviné? Parce que on vous a vu sur la tribune en train de les encourager pendant qu'elles passaient devant le comité qui était là, les organisations, les institutions politiques. Ces femmes-là avaient une expression. Quel message vous avez capté? Bon, en Madame fait, Julienne. moi, j'ai été marquée par l'enthousiasme des femmes. Souvent, je dis non au défilé. J'aime pas les défilés des femmes. Parce que je me dis, on a beaucoup de problèmes. Le problème de violences sexuelles, la pauvreté, l'insécurité. On a besoin de réfléchir plutôt sur ça et mener des actions par rapport à ça. Profiter de cette journée où les gens écoutent les femmes pour marteler sur nos besoins. Malheureusement, heureusement, ou malheureusement, je ne sais pas si je vais dire ça comme ça, les femmes de l'Équateur, les femmes de Mbandaka ont insisté auprès de la ministre pour dire « nous voulons le défilé ». Et je les ai vues défiler, elles étaient épanouies, elles ont montré qu'elles veulent s'exprimer par cette marche pour dire
quels que soient les problèmes que nous avons, nous sommes encore là, debout, avec sérénité, pour avancer et trouver des solutions à nos problèmes. Et donc, on les a vus défiler avec enthousiasme, on l'a vu avec le message tourné vers la tribune. Et moi, seulement leur façon de marcher et la force qu'elles manifestaient, l'énergie qu'elles avaient, ça m'a donné à moi-même l'énergie de me lever et de les encourager pour quand elles étaient en train de passer. Et j'ai vu le fait elles ont attendu. Comme a dit Madame Isabelle, elles étaient là la veille. Elles sont revenues encore. Ça marquait pour dire, nous avons un message à transmettre au monde. Que le monde ne voit pas seulement les femmes congolaises comme les victimes de violences sexuelles ou les femmes qui attendent qu'on puisse venir les soulever. Nous sommes là debout, nous essayons de marcher à petits pas, nous avançons. Et comme on a vu actuellement la volonté politique qui s'est manifestée pour la participation des femmes, chaque fois dans tous les discours du président de la République, il dit clairement sa position par rapport à la participation des femmes, par rapport à la lutte contre les violences faites aux femmes. Et donc, les femmes ont exprimé encore davantage pour dire, oui, c'est vrai, nous voulons, mais nous voulons encore plus. Nous voulons participer, nous voulons qu'on mette fin aux violences. Nous voulons aussi que notre leadership soit senti, nous puissions participer avec vous et aussi qu'on écoute les problèmes des femmes. Et donc, c'était un moment vraiment intéressant. Mais les problèmes des femmes du côté ex-est du pays, où vous êtes beaucoup plus actifs, ne sont pas les mêmes que au niveau centre, au niveau de l'Équateur. Bon, disons, on a les mêmes problèmes. Leadership, participation politique, ce sont les mêmes problèmes. La pauvreté, c'est les mêmes problèmes. Mais c'est accru d'une région à l'autre. À l'Est, c'est sûr que nous sommes confrontés aux violences dans les conflits qui sont différents des violences qui sont dans les autres provinces où on dit relativement stables. Mais les violences sexuelles, c'est partout au pays. Donc, la pauvreté, c'est partout au pays. Mais à l'Équateur, ce que j'ai vu, c'est vraiment accru parce que la ville est presque enclavée. Et donc, elles n'ont pas la possibilité de faire sortir, elles produisent, mais elles n'ont pas la possibilité d'évacuer leurs produits. Elles n'ont pas la possibilité d'échanger avec les autres femmes. Vous savez, quand vous allez dans les réunions, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau régional ou au niveau international, quand vous revenez de là, vous n'êtes plus la même Julienne qui est partie de Béni, parce que là, vous rencontrez des gens, vous échangez avec ces gens, et vous avez des idées nouvelles que vous ramenez de là. Et quand vous utilisez ça dans votre travail, ça change un peu. Et quand vous venez maintenant discuter avec les gens chez vous, ça vous donne une certaine notoriété. Et donc, il était important qu'on rencontre ces femmes et nous espérons qu'un jour, on pourra aussi les inviter à venir participer dans différentes activités ici. Aurélie, quelles sont vos impressions dans la manière dont cette journée a été organisée? Madame Françoise, je ne dirais pas le contraire de ce que Madame Julienne vient de dire. On a vu que les femmes de Mbandaka, que la population était mobilisée pour commémorer la journée du 8 mars. Et quand je les voyais défiler, je me disais, oh, c'est comme tous les jours, les femmes défilent, pour elles c'est un jour de fête. Mais quand le lendemain, nous nous sommes retrouvés dans une séance d'échange avec ces femmes, j'ai découvert qu'il n'y avait pas que la fête. Il y avait aussi des problèmes, qu'elles avaient des préoccupations. Lesquelles, par exemple? Les femmes ont parlé des préoccupations de participation politique. Comme vous le savez, l'Assemblée provinciale de l'Équateur est dirigée par une femme et c'est l'unique femme élue aux élections provinciales en Équateur, dans la province de l'Équateur. Et donc, ça voudrait dire que les femmes ne sont pas intéressées par la politique. Elle me l'a dit. Non. Elle m'a dit que les femmes ne sont pas intéressées par la politique. Les femmes sont plus prises par les activités champêtres, les activités de commerce dans l'informel. D'autres sont
des femmes de pêcheurs. Vous le savez, la province de l'Équateur, c'est la pêche, c'est l'agriculture, c'est les commerces à travers les fleuves. Mais elle nous a prié de l'aider à sensibiliser les femmes de l'Équateur. Dans le cahier des charges qui a été présenté et remis entre les mains de Madame la ministre du Genre, que les femmes s'expriment et exigent qu'elles soient prises en compte dans la gestion politique de la province. Elles ont même bien dit, pourquoi pas une femme maire de la ville de Mbandaka? Elles l'ont précisé. Et donc, on a compris. Oui, mais où est-ce que vous avez décelé le problème? Pourquoi, d'un côté, elles veulent participer, de l'autre, elles ne sont pas intéressées? Comment ça se passe? Il s'est fait qu'il y a quand même certaines qui sont déjà sensibilisées et qui sont mobilisées sur la question. Mais ne prennent pas le risque. Mais, vous savez, moi, je connais mes collègues qui ont pris le risque de se présenter aux élections dans la province de l'Équateur, mais elles n'ont pas été élues. J'en connais, mais elles sont pas découragées. Pas du tout, elles ne sont pas découragées. Elles sont toujours sur la ligne de départ, mais comme vous le savez, les réalités étant les mêmes à travers toute la République, l'élection des femmes aujourd'hui est encore un problème contre lequel nous devons nous battre et contre lequel nous nous battons depuis des années. Les femmes doivent se battre, même quand vous avez échoué, ne baissez pas les bras. La preuve est là. Celle qui est aujourd'hui présidente de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, elle s'est battue. Et donc, même la numéro 1 de la police, je crois que c'est une femme. La numéro 1 de la police, c'est une femme. C'est une femme colonel. Il y a aussi une femme colonel de l'armée. De l'armée. Mais il ne faut pas qu'on les compte sur le bout des doigts, parce que dans les provinces, on ne compte pas les colonels hommes sur le bout des doigts. On me dira, non, elles ne sont pas nombreuses. Dans l'armée, c'est la hiérarchie. Oui, mais il faut que cette hiérarchie aussi se fasse de manière équitable. Une femme et un homme peuvent entrer dans la police ou dans l'armée aujourd'hui. Quelques années après, le collègue homme devient capitaine, major, et la femme est toujours là à l'échelon inférieur. Donc, nous demandons aussi qu'on puisse corriger. Qu'on puisse corriger et qu'on ne nomme pas seulement les femmes colonels, les hommes. Bon, à Kinshasa, il y a quand même un certain nombre, mais déjà qu'elles ne sont pas nombreuses, donc c'est normal qu'il n'y ait pas beaucoup de femmes élevées en grade dans la police. Non, mais actuellement, tu as vu les femmes qui ont défilé là-bas, les femmes policières, les femmes militaires. Elles sont là. Il faut aussi les aider à monter les échelons, hiérarchiques dans l'armée, dans la police. Parce que l'intelligence n'appartient pas à un sexe. Le débat là, il est éternel. Hein. Quand vous demandez de l'aide, qu'il faut aider les femmes, pendant que les partenaires hommes ne demandent pas de l'aide, c'est déjà là des faveurs qu'on estime imméritées pour les femmes. Tout à fait. Nous sensibilisons les femmes. Je suis parmi les personnes et les femmes qui militent pour les droits des femmes, mais j'insiste sur la méritocratie. Je ne demanderai pas non plus qu'on nomme les femmes qui ne méritent pas à des postes de responsabilité, parce que nous en avons besoin. Vous savez, quand une femme occupe un poste de responsabilité, la culture africaine, et je crois en général, veut que la femme fasse mieux que les hommes. Et on demande 100% d'énergie aux femmes et aux hommes. Est-ce que c'est justifié? Isabelle, c'est une injustice, mais il faut que les femmes comprennent que nous devons faire mieux quand nous exerçons les fonctions. Nous devons faire mieux pour que les hommes cessent de dire, ah, vous voyez, et quand une femme a commis une faute, ça devient la chanson, ça devient l'hymne national. Mais quand les hommes les commettent, on tait ça. Merci. Isabelle Monga, vous avez un commentaire par rapport au sujet en discussion? Oui. Dans le cahier de charge, quand Madame Regine avait fait la lecture, elle avait parlé de l'agriculture. Même le ministre en charge du genre avait parlé de ça, qu'en Mbandaka, les femmes ont un grand projet sur l'agriculture. La fois passée, tu m'avais dit que
Les femmes aiment toujours être accompagnées. Les femmes rurales, oui, elles ont besoin d'être accompagnées parce qu'elles n'ont pas de tracteurs. Elles sont dans l'autonomisation de la femme. Si une femme est financièrement forte, elle peut oser. Elle peut postuler facilement. Elle peut se positionner. Mais où est-ce que vous identifiez les freins sur l'autonomisation de la femme? Dans la loi, dans les coutumes, les pratiques? Qu'est-ce qui freine l'autonomisation de la femme? Ce qui freine, moi je crois que ça peut être la coutume, parce que dans le temps, on réveillait les jeunes filles pour travailler. On poussait les garçons à aller à l'école. C'est la moindre des choses. Non, là nous avons découvert qu'il y a la masculinité positive et les filles et les garçons doivent travailler. Mais les femmes étaient beaucoup plus poussées au mariage, dans des mariages précoces, pendant que les hommes étudiaient. Ils sont positionnés aujourd'hui. C'est ce qui a fait que la femme est dans le besoin. Dans l'agriculture, pêche, élevage, dans la transformation, elles ont besoin d'être accompagnées. Elles ont besoin de tracteurs, de renforcement des capacités. Pourquoi? Parce que nous avons découvert que pour produire mieux, il faut être formé, en commençant par le choix du sol, le choix de la semence, par la transformation agroalimentaire. Les femmes les font, mais d'une manière artisanale. Et un peu désordonnée. Un peu désordonnées, mais si elles sont bien orientées, bien accompagnées techniquement, elles peuvent donner le meilleur d'elles-mêmes. Est-ce que vous collaborez avec le ministère du Genre, par exemple, sur cet aspect-là, pour aider les femmes à avoir des formations, à être organisées pour être compétitives, pour ne pas trop perdre en énergie, mais produire plus? Oui, nous collaborons avec le ministère du Genre. C'est la raison d'être de ma présence à Mbandaka. Si elle a eu la bonté d'inviter la femme rurale, c'est parce que nous sommes tout le temps au ministère qui est notre ministère de tutelle. D'ailleurs, la fois passée, elle m'avait présenté auprès du ministre de la formation professionnelle. Elle était avec nous aussi. Elle était avec nous d'ailleurs. Donc, les femmes doivent être formées pour produire plus et faire la transformation qui respecte les normes afin d'être compétitive sur le marché. Puisque vous avez l'habitude de rencontrer les femmes rurales, vous m'avez dit hors micro, à Mbandaka il y a quelque temps, quels sont les problèmes spécifiques que rencontrent les femmes rurales dans cet espace de l'Équateur? Merci Françoise. La province de l'Équateur est enclavée. Elles ont des problèmes très très sérieux pour évacuer leurs produits vers Kinshasa. Elles ont des problèmes de la transformation agroalimentaire. Dans une affaire, nous aimerions qu'elles travaillent dans la chaîne de valeur ajoutée. Disons de la production à la transformation, de la transformation à la commercialisation, mais elles sont bloquées. Elles sont bloquées parce que vous aviez constaté vous-même, quand nous avions visité la foire, moi je m'étais rendu compte qu'il y a plus de produits bruts que transformés par rapport à d'autres provinces. Il y a un besoin vraiment dans la province de Mbandaka. Et puis il y a aussi, je vais profiter de cette occasion pour faire un plaidoyer afin que les femmes rurales soient dans la mise en œuvre du projet du chef de l'État, le projet 145 territoires. La femme rurale a un grand rôle à jouer parce qu'une femme s'engage avec son cœur. Lequel, le rôle que la femme peut jouer? Dans ces programmes-là, il est question de l'agriculture. La femme nourrit la population avec juste ça. Mais si elle a la chance de produire d'une façon mécanisée, elle peut faire plus. Pendant la Covid, pendant le confinement, toutes les frontières étaient fermées, mais il y avait eu autosuffisance alimentaire.
grâce à la femme rurale congolaise. Et maintenant, si elle est bien accompagnée, elle est dans le projet 145 jours, dans la santé aussi. En Équateur, il y a beaucoup de problèmes. L'année passée, j'avais visité les peuples autochtones, communément appelés les pygmées. Il y a des femmes qui s'accouchent d'elles-mêmes et n'ont pas accès aux soins médicaux. Elles n'ont pas accès à l'éducation. En tout cas, j'ai aimé quand le chef de l'État, parce que l'activité était sous le haut patronage du chef de l'État. Coup de chapeau à son Excellence, Madame Gisèle, d'avoir accepté de faire une descente sur Mbandaka. À l'intérieur. D'accord. Oui. Julien Lusenge, on parle de la femme rurale. Le thème est revenu sur la préservation de l'environnement. On sait qu'il y a des torchères à l'Équateur. Mais la femme rurale, comme le dit Madame Isabelle, elle vit dans la forêt. Comment concilier les deux? Comment préserver l'environnement quand on sait que la vie dépend justement de cet espace? Oui, je veux bien. Avant de répondre à cette question, je voudrais revenir sur votre question, aider les femmes. Allez-y. Quand nous disons il faut aider les femmes à émerger, ce n'est pas qu'on s'est plaint. On veut rattraper le retard qui a été causé aux femmes. On dit il faut accompagner les femmes parce que les chefs de partis politiques, pour la plupart, ce sont des hommes. Et quand ils alignent plutôt les femmes et laissent les hommes et laissent les femmes braves qui sont toujours là pour mobiliser pour leur parti. Donc nous disons les accompagner, ça signifie reconnaître leurs capacités et les placer en ordre utile sur les listes quand il s'agit des postes. Ça c'est clair. Donc on ne se plaint pas. On réclame seulement notre droit. Alors, revenons à la question. Oui. Comment préserver l'environnement quand la femme vit de l'agriculture et de son environnement rural? On peut le faire. Et c'est mon plaidoyer tous les jours. Aux Nations Unies, à l'Union européenne, partout. La femme, si l'agriculture est mécanisée, elle peut travailler sur l'espace assez suffisante pour produire. Mais aussi, on doit lui donner l'énergie pour qu'elle ne puisse plus couper les arbres pour chercher du bois, pour chercher du charbon, pour préparer, pour faire sa cuisson. Si elle a l'énergie, elle va avoir l'éclairage, elle va préparer dans de bonnes conditions, elle n'aura plus la fumée, pas de maladies respiratoires, et elle va avoir le temps de se reposer pour suivre les formations, participer dans les réunions. Donc, il y a des mécanismes, il y a des petits projets que nous réalisons, nous finançons pour les organisations qui préservent la nature, qui protègent l'environnement, mais qui aident. Je peux vous donner un exemple d'un projet. Il y a un projet que nous avons commencé à financer depuis quelques années vers Massissi. Et maintenant, ça va s'étendre à Beni et à Nitouré. Un projet de biogaz. C'est fait à partir des bourses d'animaux. Donc, on ramasse les bourses d'animaux, des vaches, des cochons et tout. Et on construit là où on doit produire l'énergie. C'est à partir de ces bourses d'animaux qu'on produit l'énergie qui donne la lumière, qui aide aussi à faire la cuisson, facilite la cuisson et protège la femme contre les maladies respiratoires. Mais entre-temps, ça fait l'assainissement du village. Parce qu'on ne voit plus la bourse d'animaux se promener partout dans les villages, parce que quand c'est ramassé, c'est propre. Et les déchets qui sortent de tout ça aident à fertiliser le sol pour que la femme puisse avoir ses légumes bio à côté sans problème. Donc, il y a moyen d'aider cette femme rurale à produire, mais aussi à participer effectivement dans la protection. Nous voulons aussi dire quoi? Maintenant, on parle de l'argent, des fonds qui vont venir pour tout ça, par rapport au changement climatique. Donc, c'est cette femme-là qui travaille tout le temps au champ, qui est toujours dans cette forêt, à qui on doit aussi donner une partie de cet argent-là. Mais on ne va pas trouver ces Madame Isabelle a dit, on ne va pas trouver ces femmes-là dans toutes les rues. Il y a aussi non, il n'y a pas question de les trouver. Elles sont organisées. On a vu des femmes qui sont passées à défiler là. Il y avait des femmes agricultrices qui sont passées. On a vu l'association des femmes pygmées qui était passée. Donc, les femmes sont organisées. Il y a le réseau des femmes rurales. Pourquoi ne pas
donner les moyens pour qu'on travaille avec. Nous travaillons avec les associations. Donc, il est question juste de nous impliquer. Quand Mme Isabelle dit qu'il faut qu'on nous implique dans les projets de 145, nous, en tant que femmes, je parle des femmes en général, pas de moi, Julienne. C'est pourquoi. Parce que nous avons à dire dans la gestion de nos communautés. Nous allons voir où vont l'argent. Nous allons participer sur les projets qui sont rentables pour la communauté, pas pour les individus. Mais déjà, vous parlez souvent, on vous voit, vous ne vous sentez pas assez écouté. Et justement, nous voulons qu'on nous écoute cette fois-là. Nous voyons que le président a la volonté d'aider les femmes. Et donc, les gens qui sont autour du président, ils doivent faire ce que le président est en train de dire pour réaliser, rendre ses paroles. C'est-à-dire que vous voulez un contrôle de l'IGF aussi dans les fonds destinés... Mais partout, le contrôle doit arriver. Les poches des gens doivent être limitées pour que l'argent ne puisse pas, l'argent de 145 territoires ne rentre plus dans les poches. Qu'on discute de quelles sont les taxes que les femmes rurales doivent payer, qu'est-ce qui ne doit pas être payé, quelles sont les taxes illégales, qu'on les enlève, qu'on arrange les routes, effectivement, qu'on n'arrive pas à arranger des morceaux de routes, mais que ce soit des routes de dessert agricoles que nous allons voir et qui va faciliter les femmes à aller. Pourquoi on nous implique? Il faut qu'on nous implique pour que, si ce n'est pas fait, pour que nous puissions dénoncer. Il y a des femmes dans les villages qui peuvent aussi participer à ces travaux de construction des cantonnages, oui. Donc nous voulons être impliqués et participer convenablement. Nous ne sommes pas là pour attendre, nous sommes là pour participer. Très bien. Aurélie, Madame a évoqué la question, a soulevé un coin du voile de la volonté politique. Est-ce que vous percevez cette volonté politique dans notre pays? Madame Françoise, nous tous, nous suivons les discours du chef de l'État quand il parle. Il ne prononce pas un discours sans qu'il parle de la participation de la femme, de son souci, de son souhait de voir la femme congolaise émerger. Il le dit et nous l'écoutons. Et il passe aux actes aussi. C'est ce que moi j'attends. Moi j'attends que tout ce que le président dit dans ses discours soit rendu concret. Il faut que cela soit concrétisé. C'est ce que nous attendons. Est-ce que c'est pas suffisant quand le président lui-même, dans son précaré, nomme des femmes? Aujourd'hui, on a une femme gouverneure, nous avons une ministre, il y a des ministres élevés dans le gouvernement, c'est pas suffisant? Déjà, vous reconnaissez pas ça? Non, nous reconnaissons qu'il y a des femmes dans le gouvernement. Ça, personne, mais nous n'avons pas encore atteint les seuils de la loi de mise en œuvre de la parité. La loi de mise en œuvre de la parité a fixé les seuils à 50-50. Dans un gouvernement, 50 hommes, 50 femmes. 50% plutôt des hommes, 50% des femmes. Nous sommes aujourd'hui à 27%. Merci beaucoup, mais ce n'est pas encore assez. Nous attendons la parité effective. Donc, vous touchez la loi électorale aussi un peu. Effectivement, nous voulons aussi, nous attendons la révision de la loi électorale pour que les amendements qui seront formulés cette fois-ci par les femmes soient intégrés dans la loi électorale. On l'a dit ici. Sur les listes électorales, on intègre une femme et on a dit, nous avons les femmes, mais elle est à quel niveau d'ordre? Il faut que les femmes soient mieux placées sur les listes électorales pour qu'elles soient élues comme les hommes. Et que les hommes cessent, en tout cas moi, je serai dans la bataille, dans la révision de la loi électorale. Parce que qu'est-ce qui se passe? Vous êtes femme, vous vous êtes présenté aux élections, vous avez été élu, mais c'est le chef des partis qui vient qui dit, moi, c'est elle qui Mais on dit que vous, souvent, ce sont les frustrations, les femmes, que vous mettez en avant. Les frustrations des femmes. Les frustrations, quand vous avez échoué aux élections, vous avez des problèmes personnels, vous emmenez ça au travail. Non, ça c'est pour marginaliser les femmes, pour toujours les ridiculiser. Il faut aller dans les évaluations après les élections pour voir comment les femmes les femmes parlent. Bien sûr qu'il y a les frustrations, mais il y a aussi les erreurs des femmes. On peut dire que les femmes ne sont pas élues, nous pouvons accepter. Mais il a été dit ici
les femmes n'ont pas assez de moyens parce que les élections, on ne les fait pas avec son visage, avec sa tête. Il y en a qui sont élus sans avoir dépensé, mais dans la majorité des cas, élection signifie dépense. Comment vous comptez gagner cette bataille quand vous excluez les hommes parce qu'ils sont majoritaires? On n'exclut pas les hommes. On n'exclut pas les hommes. On demande à ce qu'on travaille ensemble. On demande à ce qu'on travaille ensemble, qu'on marche ensemble, les hommes et les femmes. Jamais nous sommes les militantes du genre, nous n'excluons pas les hommes. Et nous avons mené des plaidoyers en direction des hommes. Vous savez, quand le Parlement de transition a voté pour l'article 14, il n'y avait pas assez de femmes. Les hommes nous ont accompagnés, les hommes ont soutenu les parlementaires de l'époque pour voter l'article 14. Mais merci, l'article 14 est là. Nous voulons aussi que l'actuel Parlement prenne l'exemple sur leurs collègues de la transition pour intégrer dans la loi électorale les amendements qui seront proposés par les organisations des femmes. Très bien. Je reviens sur une préoccupation que vous avez effleurée. À l'Équateur, comme dans toutes les provinces, il se pose le problème de la déscolarisation des jeunes filles. Les jeunes filles sont déscolarisées pour les raisons de pauvreté des familles, pour les raisons, à l'Équateur, on nous a dit les écoles sont trop éloignées des lieux de résidence des filles et la scolarisation d'une fille, c'est la base de son émergence. Une fille éduquée connaît ses droits, sait les défendre et les promouvoir. Et nous militons que la scolarisation des jeunes garçons comme filles soit une préoccupation concrète. Une préoccupation concrète. Oui. Que tout ce qui est dit, qui soit fait pour les jeunes, pour les femmes, pour les hommes, soit concrétisé. Ok, de manière équitable. J'aimerais rajouter ceci avant de passer le micro à Isabelle Monga. Il y a quelque temps, il a été lancé au niveau élevé de notre pays, pour citer le chef de l'État, la campagne de tolérance zéro. On en est où, vous qui êtes au front, la tolérance zéro? Cette campagne piétine? Cette campagne piétine aujourd'hui et hier. Et pour quelle raison? Je ne saurais pas, mais je présume que parce que cette campagne concerne les violences basées sur le genre, n'est-ce pas? Où vous avez les violences conjugales, les violences sexuelles, les violences sur les lieux de travail. On a l'impression qu'elle n'intéresse pas ceux qui soit décaissent l'argent, soit décident. Nous avons assez de discours. La tolérance zéro, ce ne sera pas la première fois qu'elle est lancée. Nous aimerions que cette fois-ci, les activités qui ont été prévues dans le cadre de cette tolérance zéro soient financées et mises en œuvre. Vous avez l'impression aussi que le ministère est un tout petit peu abandonné, seul, parce que ce thème n'intéresse pas le grand public. Mais c'est toujours comme ça. Le ministère du genre, c'est parmi les enfants pauvres du gouvernement. Quand vous regardez le pourcentage du ministère, du budget du ministère du genre dans les budgets, en termes de crédits budgétaires, en termes de crédits budgétaires, c'est toujours à la queue. Et donc, le ministère du genre peut beau faire des plans d'activité, mais ces plans-là ne sont pas financés. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre cette régression. Le ministère a été rabaissé parce que c'était le gouvernement passé, je crois que c'était un ministère d'État et aujourd'hui, c'est ça fait partie de notre préoccupation. Comment on peut passer du ministère d'État au ministère normal? On nous a d'abord dégradés et je crois que cette dégradation suit également la dégradation du crédit budgétaire. Nous essayons d'accompagner les ministères du genre pour que désormais, quand il y a... les femmes, les enfants, la famille, c'est quand même la société tout entière. Pourquoi des secteurs comme ça, je ne néglige, je ne méprise aucun secteur de notre pays, mais au moins
que les fonds soient décaissés en faveur de ces ministères afin que les activités qui ont été prévues soient mises en œuvre. Nous demandons cette fois-ci que les actions définies dans le cadre de la campagne Tolérance Zéro obtiennent le financement, obtiennent les fonds, que l'État décaisse et les bailleurs de fonds. Nous savons que le ministère du genre est appuyé par les bailleurs de fonds. Je ne veux pas les citer ici. Je suppose, et je me réjouirai d'apprendre que de ce mois de mars, les bailleurs de fonds ont respecté leurs engagements pour accompagner, pour appuyer la campagne Tolérance Zéro. Isabelle Monga, à la fin de son mandat à la tête de l'Union africaine, le président de la République a été fait par ses pairs champion en genre. Vous, les femmes, les organisations féminines, est-ce que vous avez commenté cela? Qu'est-ce que cela vous inspire? En tout cas, bon, moi personnellement, j'ai vu que le chef de l'État a la volonté d'accompagner les femmes, de travailler avec les femmes. Parce que dans son discours, il avait dit qu'il préfère laisser le pouvoir à une femme à la fin de son mandat. Mais nous nous battons encore. Je reviens sur quelque chose dont maman Julienne a parlé. Et je voulais vous rassurer que si les femmes sont impliquées dans le projet 145 jours et 145 territoires de développement, le chef n'aura pas beaucoup de travail. Les femmes sont sérieuses. Une femme s'engage avec son cœur de mère, de femme. Il n'y aura pas de détournement. Nous allons travailler. Donc, le chef de l'État lui-même connaît. Si il met son accent sur les femmes, c'est parce qu'il connaît la femme. En tout cas, là, nous le rassurons et nous vous rassurons aussi qu'il n'y aura pas de détournement. Merci. On espère que ça, c'est un engagement des femmes qui sont des leaders. Mais justement, pour terminer, Madame Julienne, on évoque toujours un écart entre vous, les femmes qui êtes près des autorités, et celles que vous défendez. On dit qu'il y a le jour et la nuit. Ces femmes-là ne sont pas suffisamment informées sur l'essence de ce que vous faites. Non, je crois que les gens qui parlent, ce sont ces gens-là qui sont très loin du milieu rural. Nous sommes les femmes rurales, territoriales, provinciales et nationales. Donc, quand vous trouvez Maman Isabelle avec les femmes rurales, elle est la femme rurale et elle touche la terre, elle fait tout ce qu'elle peut faire avec les femmes. Elle n'est pas assise comme ça pour dire, voilà, faites ceci, faites cela. Non, non, non. Comme vous voyez, je peux vous dire, je vis avec les pygmées, je vis avec les femmes de toutes les couches sociales. Donc, nous parlons de ce que nous vivons. Nous ne sommes pas des femmes qui sont dans les bureaux, climatisées, toujours assises là-bas. Non, non, non. Nous faisons le terrain. Et quand nous ramenons les informations du terrain, nous les amenons devant les décideurs et nous discutons avec les décideurs. Et nous ramenons les informations à la base. Nous avons promis aux femmes de l'Équateur que nous allons revenir parce qu'on n'a pas eu assez de temps. Et nous sommes en train de regarder, de nous préparer. La ministre a dit qu'on doit revenir. Et même si ce n'est pas dans le cadre du ministère, même si la ministre organise son travail, nous avons identifié les besoins. Nous, en tant que femmes de la société civile, nous allons revenir à l'Équateur pour aller voir comment soutenir. Si j'ai créé le fonds pour les femmes congolaises, ce n'était pas pour rien que les femmes de l'Est ou rien que les femmes de Kinshasa. C'est pour toucher les femmes rurales, les femmes qui vivent dans les communautés. Parce que c'est là. On ne va pas changer la situation des femmes si on reste ici. Parce qu'il y a trop de problèmes au niveau de la base. Donc nous devons partir de la base. Tout en travaillant ici, mais il faut aussi là que ça change pour qu'on se retrouve. Pour qu'il n'y ait pas de gens qui restent dans les nuages et d'autres dans l'enfer. Nous devons venir ensemble. Et voilà, merci, c'est bien dit pour terminer cet échange avec des femmes qui ont fait les déplacements des Mbandaka pour justement aller à la rencontre de la femme rurale mise à l'honneur par le gouvernement à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, une activité organisée par le ministère du genre. Chapeau à la ministre Gisèle Ndaya-Luseba pour avoir réussi ce contact. Merci de nous avoir suivis. Nous espérons que tout ce qui a été dit ici
va se concrétiser en actes. Nous aurons le temps de retourner pour rencontrer les femmes de Mbandaka et pourquoi pas toutes les femmes de la République démocratique du Congo. À très bientôt avec le même plaisir.